qui étaient déjà là dans la première phase de notre journée. Nous sommes très honorés de recevoir l'une des figures de proue de l'économie numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique, un acteur important, un patron, j'avais même dit un grand patron, pas seulement que par la taille, mais par le talent, par le management. Monsieur Isaac Nyamba Yao est le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Je vais juste rappeler, en plus de cette fonction importante qu'il occupe, qu'il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite de l'économie numérique et de la Poste de la République de Côte d'Ivoire. C'était en décembre 2020. Et il est à la tête de la Poste de Côte d'Ivoire depuis août 2016. Donc, bientôt déjà un quinquennat qu'il dirige cette entreprise emblématique. Et il a l'honneur surtout, au moment où il fête sa 5e année, à la tête de cette entreprise, d'accueillir ses autres collègues du monde entier. Isaac Nyamba Yao, merci beaucoup. Merci, plutôt à vous. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Vous allez faire un propos liminaire, présenter un peu le contexte et les raisons de votre intervention ici. Et ensuite, les journalistes auront la parole pour vous poser les questions. Voilà, donc ce sera un échange très ouvert, il n'y a pas de sujet tabou. La Poste est un sujet qui passionne les Ivoiriens, c'est une entreprise qui les intéresse et nos journalistes, nos amis sont ici aujourd'hui pour obtenir un certain nombre de réponses aux questions que l'opinion se pose. Merci, c'est à vous. Ben, merci pour cette opportunité. Je suis un peu intimidé par toutes ces caméras devant moi et ces personnalités assises, donc vous excuserez un peu ma timidité. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité, comme je disais, et vous dire que c'est un réel plaisir de me prêter à cet exercice, surtout à un moment où je pense que les Ivoiriens sont un tout petit peu fiers de cet événement qui nous réunit ici, 27e congrès de l'Union postale universelle. Bon, pour nous qui sommes un tout petit peu habitués aux rendez-vous et aux activités de la Poste à l'international, nous sommes très motivés parce que c'est les Jeux olympiques ou du moins la Coupe du monde de la Poste. Donc, on est fiers de ça. Et rapidement, j'ai écouté tout à l'heure, vous parliez des commandeurs dans l'ordre de l'économie numérique. C'est vrai que après cette cérémonie, j'avais oublié que les pins que j'arborais étaient ça. Donc, j'ai fait 5 années en tout cas d'apprentissage à la Poste pour comprendre un peu aussi les enjeux et l'environnement. Donc 5 années de direction générale de DGA de 2011 à 2015 et puis en 2016 donc j'ai eu cette opportunité d'être porté à la tête de cette grande institution ou du moins cette ancienne institution. On aura l'occasion certainement d'en parler pendant les questions. Donc, en termes de propos liminaires, voilà, je dis que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui sont très fiers de ce rendez-vous qui nous réunit. J'ai noté que nous sommes plus de 114 pays en présentiel. Je pense que si vous demandiez à tous les postiers du monde quels seraient les scores pendant le congrès d'Abidjan, personne ne parlerait même de 20 pays en présentiel, donc c'est déjà une belle victoire, en tout cas pour la Poste de Côte d'Ivoire, ou du moins la République de Côte d'Ivoire et l'ensemble des postiers africains. Et puis donc, je sais déjà que nous sommes à la 2e semaine et que la stratégie postale mondiale est pratiquement dessinée à 80%. Nous sommes dans quelques ajustements qui vont nous permettre de terminer cette semaine avec un squelette déjà bien pour que la semaine prochaine, on puisse se concentrer sur la question des élections des cadres dirigeants et du conseil d'administration et du conseil d'exploitation. Je préfère m'arrêter là et puis me prêter
à vos questions. Je suis convaincu que vous avez certainement pas mal de choses à demander, aussi bien pour ce qui concerne le Congrès, pour certainement la Poste de Côte d'Ivoire et peut-être pour l'avenir du secteur postal africain et mondial. Donc, je suis à vous et prêt à répondre à vos questions. Bonjour DG, je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. La Côte d'Ivoire qui accueille après 87 ans le deuxième congrès qui s'est tenu en Afrique. Qu'est-ce qui s'est dit entre vous, collègues, directeurs, par rapport à l'accueil et qu'est-ce qui a empêché à l'Afrique d'abriter un tel congrès, si tôt? Est-ce qu'après le congrès de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourra, peut-être dans 20 ans, dans 10 ans ou dans 5 ans, un pays africain pourra abriter à nouveau un congrès ici? Merci, Monsieur Betty Stéphane. Enfin, voilà, ça c'est une question. Je pense que après 1934, il y a certainement beaucoup de fierté qui a animé les Africains. Et puis après, c'est certainement faute de n'avoir pas essayé. Ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Je sais que la République de Côte d'Ivoire, en 1999, avait été retenue pour organiser le congrès en 2004. Donc c'était au congrès de Beijing. Et les autorités ivoiriennes avaient mis beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous mondial. Et puis, donc, malheureusement, en 2002, nous traversions des moments difficiles en Côte d'Ivoire. Et je rappelais ça à une interview. Le ministre qui a été dépêché au siège de l'UPU pour annoncer que la Côte d'Ivoire ne peut pas organiser ce congrès s'appelait Patrick Hachi. Et aujourd'hui, c'est lui, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui a ouvert les travaux du 27e congrès. Je pense que l'histoire a donné que ce soit lui qui soit finalement celui qui donc organise, ou du moins sous ses auspices en tant que Premier ministre l'organise. Je pense que les Africains ont essayé. Je n'ai pas les détails de candidature d'Africains, mais après la Côte d'Ivoire en 2002, le Kenya s'est proposé donc candidat pour organiser le congrès pour 2008. Et manque de peau, en début d'année 2008, le Kenya a connu des élections qui se sont terminées avec une crise post-électorale et le congrès donc est reparti à Genève. Donc c'était un peu comme une malédiction en Afrique, donc il fallait donc éliminer ce signe indien. Donc je pense que lorsque la Côte d'Ivoire est revenue véritablement dans des activités donc, de l'UPU, parce qu'il faut savoir que de 2000 à 2010, il y a eu quand même une petite léthargie en termes d'activité ou en termes de participation de la Côte d'Ivoire aux activités de l'UPU. Et puis en 2011, j'étais nouveau à la Poste de Côte d'Ivoire quand en 2012, le ministre Koné Bruno a conduit la délégation de la Côte d'Ivoire au congrès de Doha au Qatar. Et nous avons commencé à avoir on avait commencé à avoir de l'appétit pour ce rendez-vous manqué de 2002. Et en 2013, nous avons accueilli en Côte d'Ivoire la mise en place de la conférence des postes de l'Afrique de l'Ouest pour reprendre notre place dans les discussions de l'UPU. Nous avions des retards ou du moins des arriérés de paiement et de contribution. Donc on n'avait pas droit à la parole et droit de vote à l'UPU. Donc 2013 jusqu'à 2015, nous avons travaillé à ce qu'on puisse être autorisé à prendre la parole, à avoir le droit de vote. Et puis nous avons postulé pour organiser la conférence stratégique de l'UPU à Abidjan. Quand en 2015, nous n'avions aucun cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, la communauté postale internationale a estimé que la sous-région avait cette pandémie et que ce n'était pas opportun pour les délégués de venir en terre ivoirienne. Donc on a délocalisé la conférence stratégique à Genève.
sous drapeau ivoirien, mais c'était quand même un pincement pour la République de Côte d'Ivoire qui, après, en 2016 à Istanbul, est reparti à l'offensive pour demander l'organisation du Congrès. Nous l'avons obtenu en 2016, mais quand deux autres pays africains étaient candidats déjà, l'Éthiopie et la Tunisie. Donc la diplomatie et les discussions donc, bilatérales nous ont permis d'avoir ce que l'Union postale universelle aime bien appeler le multilatéralisme pour permettre donc qu'on puisse trouver une issue de consensus. Donc l'Éthiopie donc s'est retirée pour abriter un congrès extraordinaire à Addis Abeba, quand la Tunisie s'est retirée pour être le porte-voix et le porte-flambeau pour la candidature africaine, donc ce qui nous a amené à Abidjan aujourd'hui. Donc je pense que les Africains ont essayé. Est-ce qu'après Abidjan, il y aura des congrès dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Je pense que l'Afrique commence à avoir de la voix qui porte. L'Afrique commence à avoir un discours de solidarité et d'union, donc on serait certainement candidat. Je puis vous dire qu'il y a quand même une longue liste de pays déjà dans le starting block pour organiser les prochains congrès. Je suis déjà heureux que ce soit en République de Côte d'Ivoire, s'il y a déjà une dizaine qui sont candidats, si dans 40 ans le congrès est organisé en Afrique, bon, je serai certainement parti avec peut-être une petite signature que sous l'auspice du DG Isaac Nyamba s'est tenu en République de Côte d'Ivoire le congrès mondial de la Poste et je peux déjà en être fier. Donc je pense avoir fait un petit tour. Bonsoir, M. Nyamba. Oui. Je suis Yao Viviane du journal L'Héritage. Tout à l'heure, dans vos propos liminaires, vous aviez dit que la stratégie mondiale était en train de se dessiner. Moi, j'aimerais savoir quel est l'avenir de la Poste en Afrique subsaharienne et partant en Côte d'Ivoire. Merci. Oui, c'est un avenir radieux. Je peux vous dire que dans d'autres pays, la Poste est un pilier essentiel. Donc, on a un exercice, c'est l'exercice de continuer les échanges avec vous pour que nos populations soient éduquées que la Poste, ce n'est pas cette vieille machine qui voit à Tekoubé ou à Djamé, mais que c'est une opportunité pour nos pays. D'autres pays l'ont compris et ça commence à être sérieux et bien. Donc, l'avenir est radieux pour les postes. Donc, charge à nous de prendre le train du développement. Pourquoi je dis ça? Parce que de plus en plus, nos pays commencent à mettre le citoyen au centre. Donc, si vous écoutez les expressions et les discours à la mode, on parle d'atteindre des objectifs de développement durable. Donc, tous nos chefs d'État sont questionnés sur comment atteindre les objectifs de développement durable. Il semble qu'il faut lutter contre la pauvreté. De quelques lectures qu'on a ou de quelques études qui nous sont parvenues, pour lutter contre la pauvreté, il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Or, dans nos pays, l'État, le gouvernement et les populations ont la chance d'avoir une entreprise qui a le réseau le plus étendu sur le territoire pour apporter la chose financière au plus grand nombre de la population. Donc, développer des services financiers pour toutes les couches de la population. Le deuxième élément, il faut réduire la fracture numérique. Encore une fois, ce réseau peut apporter au moins la chose digitale au plus grand nombre de la population. Après, s'il est vrai qu'il faut mettre les citoyens au centre, il faut leur apporter l'information. Donc, il faut utiliser une machine de l'État qui est présente sur l'étendue du territoire pour apporter l'information aux citoyens. Donc, si on commence à juxtaposer tous ces éléments, vous vous rendez compte que les pays qui ne vont pas utiliser la poste comme élément de développement socio-économique vont à un moment donné arriver à un stade où les citoyens vont se retourner pour dire « vous ne faites rien pour nous ». Je m'explique très simplement. Quand je suis à Touba, que je suis capable de rester à Touba pour payer la scolarité de mes enfants, recevoir de l'argent, envoyer de l'argent, recevoir des documents administratifs, commander des documents administratifs, commander en ligne, payer en ligne et rester à Touba, c'est là qu'on dit qu'on a envoyé le développement. Parce que nos populations, des fois, sont intéressées par les infrastructures. Mais quand un citoyen, quelle que soit sa situation géographique ou sa situation sociale, commence à bénéficier des prestations de services aux citoyens, dit que le pays est développé. Or,
dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en France, au Japon, en Jamaïque, s'orientent vers une politique pour faire en sorte que le citoyen, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, a droit ou bénéficie du service, c'est là que le développement vient. Donc vous vous rendez compte que c'est une chance pour nos pays de travailler à ce que la stratégie postale d'Abidjan, qui découle de la stratégie postale d'Istanbul, qui était les 3 I, innovation, intégration et inclusion. Donc c'est l'évaluation de la stratégie des 3 I d'Istanbul qui a accouché la stratégie, qui va accoucher la stratégie postale d'Abidjan, qui est digitalisation des services postaux et commerce en ligne. Donc nos populations sont modernes et sont sophistiquées. Elles nous demandent de leur apporter le service à la maison. Donc le pays qui ne va pas se mettre en ligne avec cette orientation va être dépassé. Donc pour moi, les postes ont un avenir radieux et puis c'est un élément de génération de revenus. On va gagner du pognon. Donc je pense qu'en Afrique, c'est plutôt vrai parce que les populations ont besoin de ce que je viens de citer. Donc c'est une chance non seulement pour nos pays, mais c'est une belle opportunité pour redynamiser l'opérateur postal national, africain, donc mondial. Merci, Monsieur le Directeur Général, et bonsoir encore. Ce 20e congrès de l'Union postale, vous l'avez dit tantôt d'entrée de jeu, que ça permet de dessiner la stratégie postale mondiale. C'est aussi un cadre d'échange d'expérience. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait la particularité de la Poste de Côte d'Ivoire. Et puis, avant votre arrivée, longtemps, les Ivoiriens étaient habitués à des grèves au sein de la Poste pour des raisons de salaire et autres. Mais depuis que vous êtes là, on attend moins de bruit. Est-ce que ce problème est un vieux souvenir ou bien vous avez réussi à trouver un cadre pour ne pas ébruiter ces soucis-là? Non, je préfère répondre par la dernière séquence de votre question. Je ne crois pas que tout se passe très bien à la Poste. Je peux vous dire que c'est une entreprise qui est en difficulté. Et je veux profiter de votre micro pour saluer les braves postiers et postières de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas évident d'arriver à ces quelques petits résultats dans les conditions difficiles dans lesquelles nos collaborateurs travaillent. Et ça, il faut être très audacieux aussi pour le relever en public de cette façon. C'est vrai, il a existé des grèves et ce n'est pas faute de ne pas avoir des grèves parce que tous les jours, il y a des menaces de grève. Mais on a réussi à tisser un pacte social avec le personnel parce qu'il y a 2 schémas. Voici la réalité, les gars. On est à 7 étapes. Donc, c'est le principe de l'œuf et de la poule. Est-ce qu'on commence à avoir les moyens et puis on déroule ou bien on commence à dérouler pour qu'on nous donne un peu de crédit pour dire quelque chose de bon peut sortir de la Poste, donc faisons leur confiance. Donc, c'est ce jeu d'équilibre qui permet peut-être d'avoir cette accalmie sociale, mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés de salaire. Il nous arrive des fois d'avoir 1 mois, 2 mois d'arriérés de salaire. Certainement qu'il n'y a pas de bruit, mais parce qu'on a un mode de management qui est certainement un peu participatif. On a un cadre de concertation qui s'appelle le comité managérial. La direction générale rencontre les partenaires sociaux pour parler des réalités de la maison, qui parlait de ce qu'on a gagné ce mois et de ce qu'on doit mettre en face en termes de paiement des salaires. Donc, si on génère plus de revenus, on peut se payer ce qu'on veut. Donc, la vie n'est pas toujours belle, mais je pense que la fleur ou les félicitations sont aux postiers parce que c'est eux qui encaissent et qui continuent le travail. Donc c'était très important de parler, de mentionner ça. Et puis, vous avez dit en première question la stratégie postale, la particularité de la Poste de Côte d'Ivoire. Enfin, on n'a pas une particularité spéciale. On a bien compris que si on ne se réveille pas et si on ne se réinvente pas, on va mourir. Donc, première chose, il faut déjà déblayer et puis regarder qu'est-ce qu'il y a comme prérequis et où est-ce qu'on peut partir. Parce que des fois, j'écoute les commentaires ou je lis sur les réseaux sociaux, mais pourquoi la Poste ne ferait pas ça? Mais le DG de la Poste, pourquoi? Mais la Poste, ce n'est pas une start-up. Ou quand on a la petite idée, on l'implémente.
c'est une grosse administration et l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est de la passer d'une grosse administration à une entreprise de logistique et d'électronique. Donc ça déjà, ça demande, et les pays qui ont réussi, qui sont là dans l'auditorium du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire peuvent vous le dire. C'est des processus qui sont en route depuis 20 ans, 25 ans. Donc quand on est assis sous le confort de son salon, devant son écran ou dans son Facebook, il faut relativiser. D'accord? Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a compris qu'à un moment donné, il faut faire l'état des lieux et puis se baser sur déjà les acquis et puis mettre une petite dose de modernisme. Donc, on ne se porte pas plus mieux que les autres, mais on a quand même un début de transformation et de modernisation avec une petite touche du digital parce que l'activité traditionnelle ne va pas disparaître, mais il faut mettre une dose de digital. Parce que quand on dit que les TIC sont arrivés, donc la Poste a des problèmes, demandez aux Ivoiriens. On a une responsabilité de leur donner de la culture sur la Poste. Parce que même quand vous faites un micro-trottoir, les Ivoiriens disent oui, avec SMS et puis email, est-ce que la Poste existe toujours? Mais parce qu'ils ont réduit la Poste au courrier. Mais la Poste peut exister toujours parce que son rôle, c'est l'acheminement et la distribution. Quand tu es à Abidjan, que tu es né à Daloa, tu peux commander online ton extrait de naissance et puis la Poste t'envoie. Mais c'est le métier d'acheminement, mais avec une petite dose de digital. Donc le métier traditionnel est fixé, mais le modernisme est venu pour donner à la Poste d'exister. Donc on dit, ah, mais il fallait expliquer ça comme ça, donc la Poste est importante. Et je me souviens que feu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur de l'époque, nous avait dit, attendez, votre idée là est intéressante pour moi parce que si on est capable de commander des extraits de naissance en ligne, mais monsieur le DICAB, les policiers et les agents du ministère de l'Intérieur ne vont plus demander des permissions pour aller faire un extrait de naissance. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand on a réussi à tourner le pilote là-bas, aujourd'hui, c'est devenu une opération nationale. Mais la grosse difficulté de la Poste, quand on réussit à faire la commande électronique d'extrait de naissance, c'est un produit qui est applaudi, mais c'est le revers méchant, c'est qu'il faut rallier toutes les villes. Donc l'appareil de production qui est véhicule et moto pour acheminer les plis doit être à niveau. Donc il faut qu'il y ait un investissement chez l'opérateur pour qu'on puisse avoir le maximum de motos et de véhicules pour assurer la prestation ou du moins la promesse client à nos usagers. Donc voici déjà un premier bout d'activité qui, dans une Côte d'Ivoire où on a quand même un peu de discours, la vieille Poste de Côte d'Ivoire est la seule société qui a réussi à mettre une plateforme digitale de commande d'extrait de naissance en ligne. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, avec possibilité de payer en ligne avec tous les moyens de paiement. On n'avait pas besoin d'être une société extraordinaire. On avait juste besoin de se poser, de mettre nos équipes en confiance et de dire, si on ne réfléchit pas, on va mourir. Sortons quelque chose qui peut nous permettre de continuer notre métier de distribution et d'acheminement, mais avec une dose de digital. Mais quand l'Union postale universelle, avant d'organiser le 27e congrès, décide de mettre en place en Afrique des hubs de e-commerce, choisit la Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est le pays organisateur, mais parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis 2015-2016, il existe une plateforme de commerce électronique qui s'appelle Sanli Shop. Donc, notre ambition, ce n'est pas de devenir un as du digital en Côte d'Ivoire, ni la première société de e-commerce, mais de ressusciter notre activité d'acheminement et de distribution. Parce que nous, on n'est pas parti dans le e-commerce parce qu'on a envie d'être concurrent. Alors, je peux les citer de Jumia, de Glovo ou des choses. Mais c'est de montrer que quelque chose de bon peut sortir de la Poste. Parce que si je suis capable de faire une marketplace avec une solution de paiement et un modèle de logistique, ça veut dire que je peux accompagner l'ensemble de ces acteurs-là. C'est ce qui a prévalu pour que l'UPU choisisse la Côte d'Ivoire comme hub du e-commerce pour la CEDEAO. Parce que, encore une fois, avec tout le respect pour mes amis du Nigeria et du Ghana qui étaient aussi candidats, j'avais un bout d'avance sur quelque chose qui fonctionnait à Abidjan, avec Sanli Shop qui mettait en avant des produits des artisans ivoiriens made in Côte d'Ivoire. Donc, voici ce que je peux vous présenter de qu'est-ce qui fait la différence. Pas qu'on est meilleur élève, mais parce qu'on avait vite compris que notre métier principal, c'est l'acheminement et la distribution. Les services financiers étant partis pour devenir une société qui s'est appelée CEP et qui est maintenant Banque Populaire, devaient développer un module de paiement
qui est le module de paiement aujourd'hui qui est utilisé sur notre plateforme pour payer en ligne. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on paye par le mobile. Donc, on a mis un module d'intégration qui accepte paiement par carte, paiement par mobile money et cash au guichet. Du coup, on est devenu certainement un meilleur modèle dans la sous-région et on a été choisi comme hub du e-commerce pour l'UPU en Côte d'Ivoire. Donc, on continue de travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais quand même, les Ivoiriens peuvent se taper la poitrine parce que de là où on vient et de ce qu'on est un petit modèle et nous présentons des choses ici dans la grande salle, c'est quand même une fierté. Voilà. Ah, d'accord, ok. Alors, merci, je suis Kwame Rémy de l'agence ivoirienne de presse AIP. Voilà, le DG a cité tout à l'heure quelques produits de la Poste Côte d'Ivoire. Et en tant qu'Ivoirien, je voudrais déjà m'en féliciter. Mais hier, j'ai suivi avec intérêt le point de presse du chef de la délégation égyptienne. Et il a dit des choses vraiment intéressantes. Je voudrais vraiment demander au DG si on ne pourrait pas expérimenter cela en Côte d'Ivoire. Par exemple, il a dit qu'en Égypte aujourd'hui, les passeports, les cartes nationales d'identité, les enregistrements des contrats, etc., tout ça se fait au niveau de la poste en Égypte. Je pense bien, à partir de la poste en Égypte, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter cela en Côte d'Ivoire pour essayer de désengorger un peu certaines administrations? Vraiment, j'ai trouvé cela intéressant. Et puis, il y a aussi la concurrence en griffe. On voit qu'aujourd'hui, toutes les compagnies de transport font, par exemple, le transport de courrier, etc., etc. Si je peux appeler ça concurrence, qu'est-ce qui est fait au niveau de la Poste de Côte d'Ivoire pour freiner un peu cet état de fait-là, de sorte à redonner un peu à la Poste de Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Avant, quand nous autres on était étudiants, mais tout se faisait à travers la Poste. Les courriers, les mandats, quand on était à l'université, tout ça c'était la Poste. Et on faisait des rangs à la Poste pour voilà, avoir ceci ou cela. Mais aujourd'hui, quand on passe devant les bureaux de poste, c'est, j'allais dire, excusez-moi, c'est un cimetière en griffe, ok, parce que c'est un calme plat, ok, et puis, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas développer encore des produits pour redonner à la Poste de Côte d'Ivoire son lustre d'antan? Voilà, c'est ce que je voulais me poser comme... Merci. Donc, je vous remercie. J'ai noté que vous êtes journaliste à l'AIP. Je veux peut-être faire un petit plaidoyer. Je voudrais que vous partagiez les expériences justement que vous avez appréciées de l'Égypte pour que certainement l'opinion nationale soit informée et peut-être que les dirigeants aussi soient informés que quelque chose de bon se passe ailleurs, ça peut profiter à la Côte d'Ivoire via son opérateur postal. Vous savez, c'est ça. La grosse difficulté, et c'est ça aussi la combinaison du partenariat. On crie, mais peut-être que notre voix ne porte pas. Mais je prends sur moi que les choses commencent à évoluer, certainement peut-être pas en accéléré comme vous aurez voulu, mais en Égypte, c'est une grosse volonté politique. Et vous avez cité quelques activités que je ne vais pas nommer, on a bien compris, mais ce sont des activités concédées au privé ici. D'accord? En République de Côte d'Ivoire, mes collaborateurs sont là. Chaque année, nous partons en offensive pour qu'on puisse au moins utiliser le réseau de la Poste pour les inscriptions des élèves et étudiants via le réseau de la Poste. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rends compte que c'est une société qui a 40 bureaux sur l'étendue du territoire, qui a le marché. Donc, on va me dire certainement de continuer mon offensive commerciale pour qu'on me donne le marché. Mais la Poste a 200 bureaux. Il a 40 bureaux. Et la Poste appartient à l'État qui a donné le business au gars qui a 40 bureaux. Donc, je ne vais pas faire des commentaires qui vont me ramener une paire de gifles, mais je pense qu'il est important pour le directeur général que je suis d'être un peu audacieux pour
mentionner quelques petits éléments. En Égypte, on demande que la poste soit utilisée pour X, Y activités, mais ce n'est pas seulement en Égypte. C'est vrai dans toutes les autres postes de la sous-région et en Afrique. Donc, à un moment donné, il y a une forte volonté politique. Et puis, je le disais sur un plateau télé, ce n'est pas que la poste n'est pas innovante, mais dans tous les pays, le premier donneur d'ordre, pour dire en français facile, en ivoirien, celui qui donne le marché, le business à l'État, à la poste, le premier, là, c'est l'État. Nous avons développé à la poste un produit qui s'appelle Spécial Enveloppe Concours. Mais la ministre qui nous a donné la portion de confiance et le premier business qui nous soulage tous les mois, c'était l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Kandia. Quand nous avons lancé l'enveloppe spéciale concours CAFOP, ça nous donne un peu d'argent. Et on est parti plus loin, on a eu l'INFAS, on a eu l'ENA, on a eu l'école de gendarmerie. Mais en République de Côte d'Ivoire, peut-être que mes statistiques ne sont pas justes, mais il y a au moins, si vous prenez tous les concours jusqu'au garde Froco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les concours des gardes pénitentiaires. Ça fait 7 millions de dossiers traités par an. Nous vendons notre enveloppe spéciale concours à 1000 francs pour donner la chance au petit qui a passé le bac à Fakobli de mettre sa liasse documentaire dans une enveloppe codée, spéciale concours, acheminée par la poste. Donc je ne connais pas qui est Koudou, qui est Mahadou, qui est Konan, mais je l'envoie à la déco. Je donne la chance à tous les jeunes Ivoiriens de passer des concours publics. C'est mon rôle, la Poste de Côte d'Ivoire, d'assurer le lien social entre les populations et l'État. Si on me donne le business de 7 millions de concours en Côte d'Ivoire fois 1000 francs, ça fait 7 milliards. J'avoue que j'ai une petite contribution de compensation du service public de 1,750 milliard par an à peu près, sachant que le coût du service public est estimé à 4,5 milliards. Donc je suis toujours dans le trou. Mais 7 milliards, ce n'est plus l'État qui va me chercher de l'argent. C'est moi qui, la Poste, comme dans les années au Fouet-Boigny, qui va construire les maternités et les grandes infrastructures, comme l'immeuble Postel qui a été construit à près de 72% par la Poste. Ce sont des informations, il faut que vous sachiez. Parce qu'on est toujours en train de fusiller la Poste. Mais qui a tué la Poste? La Poste a été tuée par quelques entités, mais par nous les Ivoiriens. Si vous partez à Divo, BP54 Divo est utilisé par tous les enseignants de Divo. Vous demandez aux jeunes DG là de faire du chiffre d'affaires pour relancer la maison, alors que tout le monde en Côte d'Ivoire est sous couvert. On me dit que non, qui utilise les boîtes postales? Mais quand vous partez faire vos dossiers où on vous exige une adresse postale, vous cherchez dans le corner l'adresse d'un cousin ou d'une tante pour mettre, parce que vous savez que dossier là, ça doit passer par la poste. Mais sinon, quand vous êtes dans vos grands costumes devant la route pour faire micro-trottoir, vous dites que mais la poste, qui utilise même les boîtes postales? Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai utilisé la poste, ça remonte à des années. Oui, mais parce qu'en République de Côte d'Ivoire même, pour qu'on puisse justifier de votre adresse, c'est votre facture qu'on regarde. Alors que la loi est claire. Votre adresse officielle, c'est votre boîte postale sur le registre de commerce ou bien l'adresse postale que vous avez identifiée. Donc, il y a des fondamentaux qu'il faut qu'on établisse et c'est ça, le rendez-vous d'Abidjan. Écrire une stratégie postale mondiale, mais en même temps inviter les gouvernements à suivre la route qui permet à l'opérateur postal, maillon essentiel du développement socio-économique de nos populations, de survivre. J'ai rigolé avec un journaliste pour lui dire que quand il y a 5 ans, on me nommait DG, j'étais un jeune gars pimpant et frais. Mais la Poste, ce n'est pas une petite entité à pousser. Ce n'est pas une petite machine à développer. Ce n'est pas une start-up, c'est une grosse administration. Quand vous avez une très belle idée, il faut déjà la mettre en plan projet. Il faut convaincre votre conseil d'administration, il faut l'implémenter. Vous avez une tutelle technique et vous avez une tutelle financière. Donc, c'est une gymnastique. Mais l'espoir est bon parce que les choses sont en train de s'améliorer et on peut avancer. Donc moi, je suis très curieux de savoir encore les quelques autres idées que vous allez glaner chez les autres opérateurs postaux. Mais je me souviens ici, pour ne pas citer ces DG, j'ai reçu près de 5 DG de la sous-région à Abidjan qui disent que ton plan stratégique, vraiment, c'est une très belle idée. Mais à côté de nous, ce DG est reparti.
Son pays lui a dit, bon, désormais, tout ce qui est pension des retraités, les retraités ne se déplacent plus. Ils rentrent dans, dans le bureau de poste de leur commune ou de leur localité pour prendre leur pension. Ça a donné à cet opérateur postal d'être une grosse machine de guerre parce qu'il avait le cash. Donc, il a lancé des projets d'innovation. Aujourd'hui, il commence à talonner d'autres postes de la sous-région. Donc, à la fin de la journée, c'est une volonté politique. Mais à décharge, on pourrait dire que je suis nul, que je n'explique pas bien, c'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Mais bon, au moins le 27e congrès aura permis d'avoir quelque chose de bien élaboré pour qu'on puisse avancer. Mais encore une fois, quand vous étiez étudiant, vous aviez une belle histoire avec la Poste parce qu'elle était un pion important dans votre vie de tous les jours. Papa vous envoyait l'argent à partir de la Poste. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui sont en ville n'ont aucune histoire avec la Poste. Donc, pour que je puisse embarquer les jeunes, il faut que je développe des activités de digital. Donc, il y a des activités qui commencent à intéresser les jeunes parce que nous avons lancé la boîte postale électronique. Vous ne saviez pas, mais les jeunes, ils sont sur Internet, ils cliquent le lien boîte postale électronique, ils commandent la boîte postale électronique, ils payent par mobile money, et puis ils ont une adresse électronique en République de Côte d'Ivoire. Et puis, quand ils reçoivent du courrier, ils envoient. Mais parce que ces étudiants sont confrontés à des correspondances avec des universités à l'international, etc., ils prennent des cours à distance, mais l'Ivoirien classique, nous tous, entre vous et moi, vous n'utilisez pas la Poste, c'est vrai, mais vous utilisez la Poste, vous volez sur la Poste. Je vais vous donner une petite anecdote pour terminer là-dessus. On a organisé en République de Côte d'Ivoire un rendez-vous qui s'est appelé « Investir en Côte d'Ivoire ». Toutes les entreprises qui avaient écrit à des chancelleries et des partenaires, les courriers sont partis dans des destinations erronées. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand je rentre pour créer ma société, je prends l'adresse postale du notaire ou de l'avocat pour renseigner le formulaire. Le plus important, c'est de créer la société. Donc, vous partez à la chambre de commerce ou au CPC, allez regarder, les boîtes postales des entreprises sont erronées. Mais c'est simple, il y a une offre qui s'appelle qualification de la base de données. Mais on n'a pas assez de force pour pousser le pion. Voici des choses qui peuvent donner du pognon et qui peuvent booster la Poste. Vous voyez, quand en Côte d'Ivoire, je vais ouvrir un compte bancaire, la section boîte postale n'est pas exigible. Vous pouvez mettre une adresse postale fantaisiste. On vous ouvre votre compte bancaire. Quand demain, il faut distribuer le pli, le relevé bancaire, ça va à une destination erronée. On dit que la Poste n'est pas capable de distribuer les plis parce que regardez le lot de courrier qui n'a pas été distribué. Non, ce n'est pas la responsabilité de la Poste. Nous sommes partis et dans notre métier, il y a ce qu'on appelle « n'habite pas à cette adresse ». Hein? NPA, c'est ça, non, Monsieur Bamba? N'habite pas à cette adresse. Donc, on met la mention en rouge, n'habite pas à cette adresse, et on retourne ça à l'assureur ou bien au banquier. On dit non, la Poste est inefficace. OK? Non, c'est bon. La Poste est inefficace. Non. Vous avez autorisé qu'en République de Côte d'Ivoire, on ne soit pas très sérieux sur ces éléments-là. Alors que quand il y a un problème de détournement ou d'incident à la banque, monsieur Allé, on nous envoie des départs à la loi. Parce que la Poste est le premier point d'investigation dans un pays. La Poste américaine est forte aux États-Unis parce que, par défaut, USPS est le premier point d'investigation. Quand on a besoin de déclencher un dossier administratif, on appelle d'abord la Poste pour savoir le comportement de ce citoyen en matière postale. Le cachet de la Poste fait foi. Est-ce qu'on est plus digital que les États-Unis? On veut nous distraire que non, le digital est venu tuer la Poste. Qui vous a dit ça? Okay. L'adresse électronique qui est ce que vous aimez beaucoup là, a été créée sur le principe de l'adresse postale. Votre nom, arrobase, nom de domaine.ci ou .com. C'est votre nom, la boîte postale, là où vous êtes logé, et puis la localité qui abrite votre adresse postale. Le commerce électronique est né du concept du cachet de la Poste qui fait foi, certification électronique. Je pense avoir fait le tour. Si vous voulez me donner les passeports et tout ça, bon, c'est pas moi. Ils ont donné ça à d'autres personnes. Donc, voilà. C'est très passionnant. On va continuer. Je voulais juste rappeler la présence de M. Banan Ali Madej, qui est le DG de la Poste de Djibouti. Ah oui, non, mais ça me fait plaisir de voir Banan Ali. Un jeune patron, non, juste pour saluer sa présence.
Voilà, merci en tout cas d'être là. Il était là ce matin, il a brillamment passé l'épreuve Il fait des partie questions des des journalistes. DG qui portent la voix à l'UPU. Et merci, cher frère, pour ta présence à cette conférence. Alors, monsieur le directeur général, à vous écouter, on pourrait se risquer à poser une question simple qui passerait en fait par l'engagement de l'État. Est-ce que vous pensez qu'une partie des solutions aux problèmes de la Poste pourrait naître, par exemple, par le biais d'une loi que j'appellerais la loi du raccordement postal, qui ferait obligation, par exemple, à toutes les promotions immobilières de prendre attache avec la Poste, permettre à ceux qui construisent, les individus, les entreprises, les groupes d'entreprises et aux habitations déjà existantes, d'être dotés de boîtes aux lettres, d'être dotés d'adresses postales. Deuxième volet de ma question, où en est le projet d'adressage des rues d'Abidjan, qui est commune alésienne? On en parle, on sait qu'il y a des financements qui ont été trouvés, après on ne sait plus où sont ces financements. Ah bon? Qu'en est-il de l'adressage en Côte d'Ivoire? Parce qu'il est effectivement difficile aujourd'hui de pouvoir envoyer un courrier quand on ne sait pas exactement à qui on l'envoie, puisque les boîtes postales apparemment sont désaffectées par le public. Ou alors sont partagées. Vous avez dit qu'il y avait 200 personnes parfois sous couvert d'une seule boîte aux lettres. Enfin, boîte postale. L'État a fait beaucoup. L'État continue de faire beaucoup. Je pense que le cri de cœur ou le plaidoyer n'est pas de fusiller l'État. L'État fait une grosse partie du travail, mais nous avons une mission aussi de partage d'informations et de partage de culture. Je pense que même ce matin, au café, une grosse personnalité du pays m'a demandé, oui, mais DG, vous êtes là pendant 3 semaines, est-ce que la Poste aujourd'hui continue d'être rentable avec les courriers qu'on n'envoie plus? Donc, une grande personnalité a réduit la Poste au courrier. Donc il y a besoin de partager des fois, mais c'est un exercice difficile parce qu'à la fin de la journée, on a besoin, nous tous, de nous cultiver un peu et d'aller fouiller. De la même façon que vous dites que SMS et WhatsApp sont nés, allez sur Google aussi pour regarder le rôle de la Poste. Ils vont vous donner 15 paragraphes de l'utilité de la Poste dans un pays. Ça aussi, ça fait partie de la culture dans des pays. Des pays sont devenus développés parce que les populations sont cultivées. Donc quand on est resté très limite, on a des activités, services publics qui sont limites. Parce que nous tous qui prenons la décision, parce que la Poste, ce n'est pas à l'État, c'est à nous tous. Donc, en Côte d'Ivoire, le courrier est distribué en boîte postale. Moi, mon père, il avait une boîte postale, et il a toujours cette boîte postale, Abidjan 09, 220 logements. Nous habitions à Cocody. Et puis après, on est parti un peu loin, à Angré. Et nous, on partait chercher le courrier là-bas. Un matin, il s'est retrouvé avec son épouse et le personnel de maison. Et puis, il n'y a plus de jeunes à la maison pour aller chercher le courrier. Quand il regarde le détour qu'il doit faire pour aller au 220 pour chercher son courrier, découragement. Donc, le courrier reste là-bas jusqu'à ce que le vieux même, il ne regarde plus. On lui envoie un petit papier pour dire de renouveler la boîte postale. Voici comment c'est parti. Pendant que les postes ont commencé leur modernisation, donc distribution à domicile, on est resté en distribution boîte postale jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez parlé de l'adressage, parce que je ne suis pas sûr que le législateur ait besoin d'écrire quelque chose de nouveau. Allez, tout a été écrit. La loi qui gouvernait le secteur postal datait de 1976. Depuis 2013, il y a une loi qui est disponible publiquement sur le net, qui a bien expliqué et qui donne le rôle de la Poste et qui a pris en compte les concurrents dont vous parlez. Nous avons signé, nous, avec la fêtière des transporteurs de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas là-bas la gare? Parce qu'ils transportent le courrier désormais, mais on a un deal. On partage un peu là-bas. Mais on va aller plus loin parce qu'on va déployer dans les gares ce qu'on appelle des machines à affranchir pour permettre aux gars d'affranchir le courrier avec un timbre électronique pour qu'ils puissent prendre certainement la grosse partie parce que c'est eux qui vont faire l'acheminement, mais que l'État de Côte d'Ivoire puisse avoir des statistiques en matière de traitement de courrier. Parce que ce sont ces statistiques-là qui permettent à la Poste de Côte d'Ivoire d'être classée au niveau mondial. Donc quand on n'a pas fait ça, la Côte d'Ivoire est toujours parmi les derniers.
Pas parce qu'on n'utilise pas des correspondances, mais parce que ce n'est plus monitoré. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faut prendre une loi spéciale, mais je pense fortement qu'il faut accélérer le processus d'adressage pour que chaque domicile soit une adresse. Parce que dans des pays un peu sérieux, vous habitez à l'adresse X, Y, Z, quand vous déménagez pour aller avoir une adresse ailleurs. Mais là où vous étiez est toujours une adresse pour celui qui va venir l'occuper. Parce que le facteur ou l'agent de distribution, dans sa matrice, a ce point-là comme une adresse. Et c'est comme ça qu'on peut faire de la distribution et de la livraison à domicile, qui sont une forte recommandation de nos populations. Donc il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de spécial. Il y a juste besoin qu'on se mette à la mode et que certainement on arrête de faire des grands discours quand on travaille. Parce que on n'est pas bien classé en termes de maturité numérique. Or, pour classer la maturité numérique, c'est l'ensemble des prestations numériques qui sont déployées dans un pays pour le compte des citoyens qui permet de nous faire notre classement. Si tous les soirs, la Poste devient un point de prestation digitale pour les populations, tous les soirs, on a des statistiques qu'il y a eu 2000 Ivoiriens qui ont fait des prestations online. C'est ça qu'on partage avec les Nations Unies pour que la Côte d'Ivoire gagne des points en termes de maturité numérique. Les Ivoiriens ne sont pas intéressés pour qu'on mette des cybercafés partout. En revanche, ils sont intéressés à rentrer au bureau de poste pour avoir des PC gratuits, connectés à Internet pour appliquer des prestations de l'administration parce que l'administration n'est pas l'endroit où on doit aller se placer pour demander un papier. Ils doivent être le point de production des prestations administratives et puis l'État a sa machine qui est la Poste qui fait le delivering. Voici comment la stratégie postale d'Abidjan nous invite à faire des opérateurs postaux des points de prestation de services aux citoyens. On va signer tout ça le 27. Maintenant, à charge à chaque pays de l'implémenter localement. Donc c'est là où certainement l'Afrique est un peu en décalage. Parce qu'on écrit des beaux papiers, mais pour l'implémenter, ça ne fonctionne pas. Si vous lisez les papiers des Africains en termes de gouvernance électronique, vous êtes épatés. B2B, B2C, 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 tout est joli en termes de services digitaux. Mais c'est la vieille Poste de Côte d'Ivoire qui offre aux Ivoiriens aujourd'hui la possibilité de commander un papier administratif en ligne. Extrait de naissance, ça coûte 500 francs. Tu es né à Ferke, tu dois prendre permission au travail. Prends le car pour aller à Ferke. Si tu n'as pas causé avec le gars de la mairie, tu ne peux pas avoir ça le lendemain. Pour extrait de naissance qui coûte moins de 1 euro, on voyage. On fait 1 semaine de permission dans un pays développé, ou en développement, ou en émergence. Vous savez, il y a besoin d'avoir une race de dirigeants audacieux qui posent les problèmes et qui présentent les situations. En Côte d'Ivoire, on a besoin de déployer ça. Et vous êtes à la maison, vous pensez que c'est Abidjan, on commande. Le petit qui est à Séguéla, lui aussi veut commander une Sans MIF. Et puis qu'on lui livre ça à Séguéla. Donc la Poste de Côte d'Ivoire est la seule alternative à déclencher le commerce électronique en Côte d'Ivoire. Vous me prenez au mot, on va se retrouver dans 3 ans. Si la Poste de Côte d'Ivoire n'est pas en orbite sur le e-commerce en Côte d'Ivoire, on sera dernier. Parce que vous partez dans tous les autres pays, la pièce qui accélère ça, c'est l'opérateur local logistique. Vous ne le voyez certainement pas en action, mais c'est lui qui a la machine logistique à la disposition des opérateurs digitaux ou e-commerce pour accélérer. Donc, la balle est dans notre camp. Et puis, je vous promets que la stratégie postale d'Abidjan a pris en compte, en tout cas, l'intégration, l'innovation et l'inclusion, pour faire en sorte que les opérateurs postaux soient le point de prestation des services aux citoyens. Si on l'adopte le 27, la Poste de Côte d'Ivoire pourra décoller. Ce n'est pas forcément en termes de... Il faut des grands moyens. Il faut certainement donner la route. Et ça va rouler. Merci, Monsieur le Directeur Général. Joël Nianzo, de Great Event TV. C'est vrai que vous avez répondu à quelques questions, parlé un peu de ce que vous faites, présenter un peu la Poste. Mais je crois que je veux savoir, je veux qu'on retienne quelque chose véritablement de la Poste. Aujourd'hui, la Poste de la Côte d'Ivoire, c'est quoi exactement? Je dis, comment vous présentez la Poste aujourd'hui véritablement, bilan statistique, ce que vous avez eu à faire,
et perspectives, si possible. C'est vrai que vous avez parlé de certains points, mais je voudrais que vous dressiez un peu le tableau. La Poste de la Côte d'Ivoire, face au monde, c'est quoi exactement aujourd'hui, 5 ans après votre gouvernance? Merci. Moi, j'aime des journalistes comme ça. Vous n'avez posé aucune question. Parce que la beauté des journalistes africains, ivoiriens, effectivement, c'est ça. Vous avez tout bien écouté et bien compris. Vous me dites la Poste, c'est quoi? La Poste, c'est l'entreprise qui était vieillotte et manuelle, qui aujourd'hui vous donne la possibilité de commander des extraits de naissance en ligne. Donc une Poste qui est capable d'apporter le digital dans le quotidien des Ivoiriens. La Poste, c'est celle qui a permis à des artisans ivoiriens d'être présents sur Internet et de vendre leurs produits et d'être livrés, de faire livrer leurs produits avec la possibilité de payer en ligne. La Poste, c'est celle qui permet aujourd'hui, au lieu de la boîte postale physique seulement, de vendre des boîtes postales électroniques. La Poste, c'est celle qui a sorti des produits de vente d'enveloppes pour permettre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur situation géographique ou sociale, de postuler à des concours publics en République de Côte d'Ivoire. La Poste de Côte d'Ivoire, c'est celle qui permet, vous voyez que, c'est bon, non? Mais je vous ai expliqué ça depuis. Donc, je n'ai pas envie de rentrer, vous savez, je n'ai pas envie de rentrer dans la sorcellerie des chiffres. Vous connaissiez la Poste de Côte d'Ivoire avant-hier. Vous la connaissez aujourd'hui. Et je vous invite, de la même façon que vous partez sur Google de temps en temps, de partir sur laposte.ci. C'est le site de la Poste de Côte d'Ivoire. Il y a 6 ans, c'était dangereux de faire une page Facebook pour la Poste. Aujourd'hui, nous puisons des suggestions, des critiques et des insultes des populations pour nous ajuster. C'est ça, la vieille Poste de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est très agressive digitalement et qui continue sa petite marche. Vous savez, j'ai répondu comme ça parce que vous demandez ça tous les jours, mais je veux vous inviter aussi à faire l'exercice suivant. C'est vous les journalistes, c'est vous qui êtes le relais, c'est vous qui informez l'opinion nationale. Donc, il y a quelques médias qui créent des rubriques sans que ce soit payant, parce que nous, on n'a pas d'argent, mais pour donner de la culture aux populations. La Poste, c'est ça. Pas seulement la Poste de Côte d'Ivoire, mais en termes de culture générale. Parce que quand vous regardez l'administration publique, nous avons réussi, je pense que Silu est dans la salle, depuis près de 26 ans, la Poste n'est plus le coursier de l'administration centrale. Nous sommes partis à l'offensive. Nous avons rencontré la direction générale de l'administration du territoire. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, depuis près de 30 ans, ce n'est plus la Poste qui achemine les bulletins officiels? Ça va être une fierté pour les préfets de rester dans leur région et de recevoir une enveloppe compte rendu du Conseil des ministres. Ça allait anodin, mais c'est ça. J'ai visité la salle adjacente de l'Élysée. Dans cette salle-là, les postiers français, quand on finit le communiqué du Conseil des ministres, on fait reprographie et puis on met dans les enveloppes élysée.fr. On envoie ça au préfet de la région de X, Y, Z. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on est un pays digital. La France, vous êtes plus digitaux que la France, mais ils continuent d'utiliser leur machine postale pour apporter le support administratif aux représentants du chef de l'État en région. Mais on continue notre travail de commercial. Et je reste convaincu qu'il nous faut des tribunes et des plateformes pour faire le plaidoyer. Mais vous savez, c'est un peu fatigant de savoir que c'est basique. La Poste appartient à nous tous. C'est 100% l'État, donc 100% vous et moi. Mais ne donnons pas le business. Donnons du business au privé, c'est vrai, mais utilisons notre propre machine. Bonsoir, Monsieur le Directeur Général. Je suis Cécile Tony, journaliste Live TV. Alors, on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui, de révolution numérique, et jamais depuis l'arrivée d'Internet, la question de dématérialisation des supports n'a été autant d'actualité, surtout au sein de la Poste. Alors, vous nous avez brièvement expliqué tout à l'heure les rôles et les missions de la Poste, acheminement et puis distribution des services, mais on parle souvent, quand on pense à la Poste, on parle beaucoup plus de courrier.
Et on a toujours su que la Poste, c'est l'un des meilleurs conducteurs d'émotions. La Poste a toujours mis l'accent sur la relation client. Alors, je vais poser une question peut-être un peu bête. En fonction donc de cette relation client-là, la dématérialisation qu'impose la digitalisation est-elle nécessairement une bonne idée? Quelle sera donc la place de cette relation client? Et puis aujourd'hui, vous avez parlé d'intégration, innovation, inclusion. On parle beaucoup d'inclusion et les entreprises parlent beaucoup de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Quelles sont les grandes lignes de l'engagement de la Poste ivoirienne? Engagement RSE de la Poste ivoirienne. Merci. Merci, Madame Itouni. Je vais certainement répondre par la dernière séquence. En tout cas, chez nous, la Poste, on n'a pas fait le choix de partir sur des grands concepts à la mode. RSE, c'est de la mode pour le moment. Parce que quand vous prenez une société comme la Poste qui déjà est dans le trou, le premier élément, ce n'est pas le RSE. C'est vrai, mais quand on regardez tous ceux qui ont lancé des politiques RSE, c'est des sociétés qui se portent très bien. Il y a à manger bien, et puis maintenant, on déclenche de nouveaux concepts. Mais je ne suis pas fermé au RSE. Mais je dis, le principal chez la Poste de Côte d'Ivoire, c'est de ramener le capital sympathie. Si vous demandez aux Ivoiriens, il y a pas mal qui diront, est-ce que la Poste est encore nécessaire? Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les questions de la Poste, on éventre les colis, on vole les paquets, ces derniers temps, tous ceux qui mettent des commentaires comme ça, c'est de l'aigreur. Parce que quand on les prend inbox, ils ne peuvent pas nous dire quel est le paquet qui est concerné ou le numéro de référence. C'est des vieilles anecdotes, toujours qu'on prend pour nous. Mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ça a été vrai parce qu'à un moment donné, nous n'étions pas au rendez-vous de la qualité. Mais vous savez pourquoi? Parce que les postiers descendaient à 16 heures. Les avions qui envoient les colis viennent à 20h, 21h, 23h. Quand nous, les petits fonctionnaires de la Poste, on part à 16 heures, la compagnie aérienne envoie les colis. La régie prend les sacs et dépose, et c'est à 6h30, on arrive pour prendre nos colis postaux. Notre première démarche, on pèse pour savoir le poids à l'arrivée, c'est ça, Ali? Et puis, on compare avec le poids au départ. On fait notre rapport pour dire que c'était 14 kilos au départ, mais c'est 8 kilos. La responsabilité, bien évidemment, c'est la Poste, puisqu'il n'y a personne au milieu pour s'expliquer. On n'a pas été très extraordinaire et on n'a pas fait des études à Harvard University. On a appelé les équipes, on a dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on va payer 2 fourgons avec gyrophare, des habits fluorescents, 24 heures sur 24. Le centre de transit aérien qui est à l'aéroport maintenant, madame, fait 24 heures sur 24. Quand l'avion se pose, nous aussi, comme les autres marques que je ne vais pas citer, on a arrêté devant la soute de l'avion, on prend nos colis. Quand il arrive au centre de transit aérien, il y a des caméras. Quand Mahadou descend, que Kofi monte, à l'heure à laquelle tu as donné à ton ami, là, si le colis a diminué, on va te sanctionner. Donc, madame, il n'y a plus perte ou bien vol de courrier. Mais est-ce que c'est les postiers ou bien c'est le prestataire des services? En tout cas, maintenant, on a mis un dispositif pour être dans l'air du temps et on a réaménagé les horaires pour ne plus être des vieux fonctionnaires, mais pour être à la page parce que non seulement il faut prendre le colis à l'heure, mais pour nous permettre d'avancer. Donc, vous savez, c'est votre capacité d'adaptation et votre agilité qui peut vous permettre de sortir du trou. Donc, nous, on ne fait pas RSE d'abord. On est en train de ramener le capital confiance. Parce que les Ivoiriens, à un moment donné, n'avaient plus confiance à l'opérateur postal. Ce n'est pas encore à 100%, mais je pense que de plus en plus, les Ivoiriens commencent à savoir que quelque chose de bon se passe à la Poste. Maintenant, la dématérialisation, ce n'est pas une activité qui est portée en principal par la Poste. On est un vecteur. Quand la Poste dit, allez sur document s@la-fin.ci pour commander un certificat de nationalité ou un extrait de naissance, c'est le commencement de la dématérialisation. Mais est-ce que moi, je suis capable, moi, la Poste, d'imprimer un extrait de naissance dans mes bureaux? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore passé le cap de faire en sorte qu'on puisse imprimer un document papier avec signature électronique qui fait foi. Donc, on doit toujours terminer à la mairie pour faire le papier, puis on va coller thème fiscal dessus. Donc, on est à cette étape. En revanche, on a des systèmes de démat qui sont payés en ligne
et puis faire le cash-out directement sur votre carte parce qu'il existe désormais une carte plastique à la poste éditée avec un banquier de la place qui permet aux Ivoiriens qui n'ont pas de compte bancaire d'avoir une carte plastique. En attendant qu'on crée la banque postale, c'est un scoop que je vous donne parce que dans quelques périodes, nous allons créer la banque postale. Donc, ça, c'est des activités de démat. Maintenant, quand le digital contribue à faire de la dématérialisation, on est en bout de chaîne. À tous les étages, quand vous avez fini de surfer en ligne, payer en ligne, choisir en ligne, si vous avez besoin du pli physique, il vous faut un acteur d'acheminement physique. C'est là où la poste vous attend. J'ai écouté des gens parler de e-commerce jusqu'à, pour dire à l'ivoirienne, mais à la fin de la journée, le e-commerce, c'est 3 pieds. Marketplace, solution de paiement et puis logistique. Notre métier, c'est la logistique. C'est là-bas qu'on attend. Maintenant, comme on veut être un peu à la page, on contribue à faire un peu de web et puis on développe des services financiers pour accompagner l'écosystème du commerce électronique. Donc, l'un dans l'autre, sur ce que vous avez demandé, on est d'accord que le digital influence la dématérialisation, mais c'est un processus au niveau national. Donc, il y a des activités de démat sur lesquelles on bouge, mais à la fin de la journée, le papier administratif, comme à Paris, vous commandez votre papier et puis on imprime ça avec une signature électronique qui est retenue et reconnue par la République de France, on n'est pas encore à cette étape. Voilà. Il y a des journalistes déjà. Alors, ce sera l'avant-dernière question, avant celle d'Abi et de Mme Diallo. Alors, Merci. posez la question comme à Paris. Hein? D'accord. Non, faites à l'ivoirienne. D'accord, merci. Bonjour, monsieur le directeur général. Je suis Ahmed Koulibaly, journaliste nord-sud.info. J'ai 2 questions. J'avais une question, mais là, vous venez de nous donner un scoop qui me permet de vous poser une deuxième question rapidement, en fonction. Et je vais commencer par la question sur le scoop. Vous avez parlé de l'annonce de la banque de la Poste. Si, c'est vrai, c'est un scoop, mais on aimerait en savoir plus parce que nous sommes un peu quand même curieux de savoir à quoi est-ce que cette banque va servir. Parce que bien avant votre intervention, quand je venais, je me suis posé cette question également de savoir si aujourd'hui la Poste traverse des difficultés, notamment financières, alors qu'est-ce que la Poste fait à l'instar du soutien du gouvernement pour pouvoir effectivement chercher des fonds? Ça, c'est vraiment la question que je me suis posée. Et ma deuxième question, c'est au niveau de la communication autour de vos activités, de vos prestations. C'est vrai, vous avez interrogé, interpellé, même demandé aux médias de vous aider à créer même des rubriques en leur sein pour parler de la Poste, pour aider les gens à la culture. Mais vous-même, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour effectivement sensibiliser les générations? Puisque vous savez que la Poste qui se pratiquait avant, c'était à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, mais là, c'est une nouvelle génération. Et on parle de nouvelle génération aujourd'hui. Nous, on ne connaît pas la Poste. Qui est censé nous expliquer cela? Merci. Merci. Donc, si vous interpellez n'importe quel postier dans la cour ici, il vous dira que la Poste, par définition, c'est 3 pieds. La Poste physique, donc l'acheminement, les boîtes postales, tout ce qui est physique. La Poste numérique, parce qu'il y a une transformation informatique qui est devenue une transformation digitale. Et puis la Poste financière, parce qu'elle a été depuis toujours le premier pilier financier des populations. Donc, en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu la grande opération de séparation des services financiers postaux et des services postaux physiques, la Banque mondiale avait invité les opérateurs postaux ou les pays à dissocier les 2 activités. Le processus avait été déclenché en 1998 et en 1999, nous avons connu le coup d'État. Donc ce processus n'est pas allé à son terme. En 2000, les nouvelles autorités ont finalement fait la scission et créé 2 sociétés différentes, la Poste et puis la CECP. Donc la Poste a perdu son bras financier. Prenez de 2000 jusqu'à maintenant, la mort de la Poste, c'est quand les services financiers sont partis. Maintenant, vous faites le benchmark,
toutes les postes qui se portent très bien dans le monde ont les services financiers. Donc, ce n'est pas Harvard University ou bien Oxford. Vous ne pouvez pas avoir un opérateur postal qui fonctionne sur 3 pieds, vous avez coupé un pied et puis il va vivre. Donc, les mêmes autorités ont, sur la base des études et des suggestions et de l'orientation de l'UPU, noté qu'il fallait ramener le pilier service financier à l'opérateur postal. Donc, il y avait 2 étapes. Déjà fait un partenariat avec le secteur privé et puis après quoi, lancer le concept de la banque postale. Après, ça peut s'appeler Post Finance ou whatever. Donc, c'est ce bras financier-là qui peut permettre à la Poste d'avoir une sorte de levier pour lui permettre de résister aux chocs ou aux difficultés. Maintenant, l'autre question, c'était la communication. Non, la communication, je vous ai expliqué que la Poste, c'est un niveau d'endettement de près de 30 milliards, plus de 30 milliards. C'est un niveau de résultats déficitaires de près de 4 milliards. Hein. Mais, donc, là, vous partez vous battre avec les moyens que vous avez, ou bien vous affrontez le danger, ou bien la situation avec vos ressources. Donc, la population qui est nouvelle, qui n'a pas connu les années de gloire ou de prospérité de la Poste, c'est la population jeune. De nos études, elle est très digitale et elle est présente sur les réseaux sociaux. Nous, on est amis là-bas. C'est eux qui nous font vivre un peu. Maintenant, le commun des Ivoiriens qui a besoin de l'information, il faut faire de la communication de masse, mais ça demande quelques budgets. Donc les quelques maigres budgets qu'on met pour la communication sont noyés dans la grande machine de la communication de la Poste. Donc malheureusement, on n'est pas bien noté à ce niveau. Donc il faut qu'on fasse plus d'efforts en termes de communication, mais croyez-moi, les moyens sont quand même très limités. Donc, mon ami DG de la RTI fait quelques petites passes pour que mes spots passent avec quelques petits schémas d'échange marchandises. En tout cas, je veux profiter pour le saluer chaleureusement pour cette passe. Mais il faut des moyens, il faut de la communication. Et c'est des fois difficile. Donc, je comprends et j'en conviens qu'il faut faire plus de communication. Nous avons des expertises chez nous qui nous donnent quelques tuyaux de schémas de communication et d'échange marchandises. On s'en accommode et puis on essaie d'être un peu visible. Mais je pense que quand même, on commence à parler un peu de la Poste. Il y a quelques petites années en arrière, la Poste, c'était mort. Bon, on est un peu content, mais ce n'est pas le meilleur élève, mais on travaillera sur ce créneau-là pour qu'on soit plus visible. Donc, après cette conférence de presse passionnante, de par les questions pertinentes des journalistes et vos réponses enrichissantes, une question plus légère, mais de la plus haute importance, pour établir une vérité. Je voudrais savoir quel est le premier centre postal de Côte d'Ivoire. Parce que certains disent que ça a été créé à Grand Bassam et d'autres à Assini Mafia. Non, c'est effectivement très grande question parce qu'il faut définitivement lever le voile. Non, je vous confirme que le premier bureau de poste, alors on l'appelle bureau de poste, mais nous avons les images d'archives, c'était un hangar de fortune à Assini Mafia. Et donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, les colons accostaient sur les berges de Côte d'Ivoire à partir de Elmina et donc accostaient après le Ghana voisin à Elmina et donc rentraient en Côte d'Ivoire par Assini Mafia où ils ont établi le premier dispositif de correspondance. Alors, ce hangar-là a existé dans les années 1800, je pense, 74, non? Quelque chose comme ça, ou 50, j'en sais plus, pas grand-chose, mais en tout cas, c'est Assini Mafia.
Et vous connaissez la tragédie qu'a connue Assini Mafia. Le village a été complètement inondé des années après. Et donc, l'administration... Ah, j'ai l'image ici, mais ça va être difficile. On va le mettre sur le site de la Poste pour que vous puissiez avoir accès. C'était un hangar de fortune qui était pas mal parce que c'était très moderne et rustique. À l'époque, c'était très moderne. Donc, quand il y a eu cette inondation qui a avalé le bureau de poste, l'administration coloniale a replié à Adiaké, où finalement ils n'ont pas pu fixer un bureau de poste et ils ont lancé la construction d'un bureau de poste à Grand-Bassam. Et donc c'est comme ça que Grand-Bassam a pris le lead. Et le premier receveur africain ivoirien était natif de Grand-Bassam. Et donc il a pris fonction à Grand-Bassam et c'est à partir de Grand-Bassam que l'administration ivoirienne, pour pouvoir marquer son empreinte dans les localités, mettait dans chaque sous-préfecture une agence ou du moins un bureau de poste parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà nés, les trois personnalités de nos régions, c'était le commandant, le sous-préfet, le commandant de brigade et le receveur de la poste. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas les personnalités importantes du dispositif, mais avant, il y avait le commandant de brigade, le commandant d'abord sous-préfet, le commandant de brigade et le receveur de la poste. Donc, je confirme que le premier bureau de poste en République de Côte d'Ivoire, ce n'était pas encore une république en terre coloniale ivoirienne, c'était à Assini Mafia. Et après, donc, ça en est suivi à Grand-Bassam et bien d'autres, Benjerville, je pense, et tout ça. Très bien. Merci beaucoup, c'est moi, Monsieur le directeur général, pour qui vous remercie. Ce brillant exposé. On n'a pas fini, vous allez conclure tout à l'heure. À la suite de la question de M. Anou Nianzou, vous vous êtes lancé dans une sorte d'anaphore sur la Poste. Malheureusement, vous avez été interrompu. On a vu la passion. J'espère que les autorités auront la copie de cette vidéo pour qu'enfin vous ayez les moyens, parce que vous avez un bel outil entre les mains que vous dirigez de la façon la plus convenable. En tout cas, bravo et félicitations pour les propos que vous avez tenus ici. Et j'ai vu dans les regards des journalistes quelques étoiles. Voilà, donc des partisans, une foule qui est quasiment conquise et qui, j'espère, fera le compte-rendu le meilleur demain. Vous avez donné 2 chiffres, entre autres, parler d'un déficit ou d'une dette de 30 milliards. Non, j'ai vu certains prendre des notes, mais ce n'est pas ça l'info. Ce n'est pas ça le point. J'ai vu également certains écrits, quand vous avez parlé de 4 milliards moins 4 milliards de résultats, etc. Ce n'est pas ça le point. Il est venu parler ici d'une institution publique, d'un service public, qui est en fait au départ du développement économique et social que nous recherchons tant en Afrique. La Poste est un service public essentiel. Et je pense qu'au travers de son propos, on a saisi la quintessence de cela. Et on espère qu'au-delà des chiffres qui peuvent faire la une du lendemain, on souhaite que vous rendiez fidèlement compte de la profondeur de ce qu'il a dit. C'est ce que je voulais préciser parce que je connais mes amis journalistes. J'en ai été et je le suis encore, vous voyez. Donc, tout à fait. Donc, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille ce congrès avec un dynamique directeur général qui mène une entreprise confrontée à des difficultés, mais qui a, en tout cas, comme on dit, un horizon assez vaste et qui permettra, en tout cas, d'accompagner notre pays dans son développement. Il n'y a plus de questions. Le mot de la fin, FIN, même si on est l'après-midi, on a un peu faim aussi tout à l'heure. J'ai vu qu'on apportait un petit buffet. Donc vous allez conclure, monsieur le DG. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Non, mon mot de fin, c'est remercier tous les participants. Vous avez senti un peu de passion, mais parce que quand vous avez un petit avantage de lire ce que peut faire la Poste pour un pays, vous devenez forcément passionné. Parce qu'en réalité, vous savez, les populations, et nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de très intéressant en ce moment, on pense que les agriculteurs sont un peu analphabètes. Mais nous avons essayé avec les équipes de leur envoyer une possibilité de recevoir les produits phytosanitaires en région, des fertilisants et des poches d'engrais. C'est tellement impressionnant de savoir qu'on peut commander
quelques produits phytosanitaires et puis le recevoir à Koumfao. Ça veut dire que le palabre n'est même pas à Abidjan. Le e-commerce, ce n'est pas seulement commander un costume ou une belle paire de chaussures, mais c'est accompagner les populations en zone rurale sur des éléments essentiels. Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez. La Poste est un pilier important dans le développement socio-économique de nos nations et c'est une opportunité pour nos États. Et c'est ce qu'on est venu valider à Abidjan au 27e congrès. Utiliser la Poste pour accompagner le quotidien de nos concitoyens. Merci encore pour cette opportunité. Et puis encore une fois, merci pour les quelques questions, mais surtout les orientations que vous avez bien voulu me donner pour que nous puissions continuer de pousser cette grande institution d'État qui doit continuer d'accompagner le gouvernement. Merci. Les journalistes d'abord, en photo de famille. Comme vous êtes nombreux, on va demander